Ouais, bonjour à toutes et à tous. Je ne peux pas être des vôtres malheureusement ce week-end à Toulouse pour ces états généraux de la biodiversité. J'aimerais néanmoins participer brièvement en faisant part de quelques petites remarques. Évidemment, il va être beaucoup question des OGM dans ces états généraux, mais pas seulement. Il va être question également de tous leurs petits frères ou petits cousins, c'est-à-dire tous les résultats de cette prouesse de la biotechnologie. Et qui ont comme dénominateur commun en fait de vouloir confisquer le vivant, donc de privatiser le vivant et donc porter atteinte à la biodiversité. Alors, un certain nombre de personnes parlent d'OGM clandestins, etc. Donc moi je n'aime pas trop personnellement ce terme-là, mais c'est pas tellement ça qui est important. Ce qui est important effectivement, c'est de savoir qu'il y a beaucoup de choses OGM, appelées OGM ou pas, qui se préparent dans les labos et qui conduisent de toute façon au même résultat, c'est-à-dire à une confiscation du vivant et donc à une perte de biodiversité. Et je voudrais simplement citer un exemple avec des micro-organismes alimentaires. Ça, je crois que c'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit. Ils se préparent dans les labos aujourd'hui. C'est plus qu'en préparation, puisque ça fait déjà l'objet de nombreux brevets. Des micro-organismes alimentaires génétiquement modifiés, donc des MGM, micro-organismes génétiquement modifiés, et qui sont des micro-organismes qui interviennent directement dans les processus alimentaires tels que la levure de boulanger pour faire le pain, pour faire le vin, pour faire la bière, trois bonnes raisons d'étudier la levure, des micro-organismes tels que des bactéries œnologiques pour faire la fermentation malolactique lors de l'élaboration du vin, des bactéries lactiques, des champignons lactiques pour faire les fromages, les yaourts, etc. Et donc, ils ont été génétiquement modifiés, mais de façon à ce qu'ils échappent à la législation OGM, c'est-à-dire qu'en fait, la modification génétique ne fait pas appel à des gènes étrangers, ou à des morceaux de gènes étrangers. Et par conséquent, ils ne sont pas transgéniques. Et au prétexte qu'ils ne sont pas transgéniques, eh bien, on essaie de nous faire croire qu'ils ne sont pas génétiquement modifiés. Et d'ailleurs, on leur a donné un autre nom, un nouveau nom, c'est SAGE, S-A-G-E, sans ajout de gènes extérieurs. Et par conséquent, bien sûr, il n'y a pas de problème, et ces organismes, on espère bien, il y a un lobbying très très fort au niveau de l'Europe, nous les imposer donc, dans ces processus alimentaires. Alors, il n'y en a encore aucun d'autorisé aujourd'hui en France. Il y a une levure transgénique autorisée en Angleterre qui a été génétiquement modifiée pour pouvoir faire lever la pâte plus vite le matin lorsqu'on la met au contact de la farine. C'est sans doute pour ça d'ailleurs que Nicolas Sarkozy est un peu réticent sur les OGM, parce que ce sont des OGM qui sont contre la France qui se lève tôt. Toujours est-il qu'il faut effectivement être extrêmement vigilant, et je crois que, comme je disais tout à l'heure, le dénominateur commun de tout ça, c'est de vouloir privatiser le vivant, c'est-à-dire de pouvoir faire du profit avec des choses qui ne résultent pas du tout d'une invention, mais qui existent déjà naturellement, qui sont déjà présentes dans la nature. Et c'est pour ça qu'il me paraît important aujourd'hui de recadrer le problème des OGM et de toutes les biotechnologies en général dans un cadre plus large qui est celui de la place de la science dans la société et de la mission de la recherche et du financement de la recherche. Depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, on a assisté à une déresponsabilisation successive des différents gouvernements en termes de financement de recherche. Aujourd'hui, Sarkozy est en train de mettre le coup final, mais c'est le coup final, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est quelque chose qui a été initié depuis 20 ans, 25 ans, c'est-à-dire une déresponsabilisation des gouvernements en termes de financement de la recherche, donc la porte ouverte à des financements industriels qui, eux, bien sûr, ne veulent qu'une recherche lucrative à court terme, donc des retours sur investissement rapides. Et en termes de biologie, ça veut dire un financement de la recherche autour des génomes, autour des gènes. Pourquoi ? Parce que les gènes sont toujours considérés comme les molécules maîtresses du vivant, les molécules chefs d'orchestre du vivant. Et donc si on agit sur le gène, on agit sur le chef d'orchestre et on s'approprie toute la nouvelle partition et toute la nouvelle musique. Et d'ailleurs, il suffit de bidouiller un gène dans une plante pour être propriétaire non seulement du gène modifié, mais de la plante entière. Et donc évidemment, le but derrière tout ça, c'est encore une fois de s'approprier le vivant et notamment d'avoir la mainmise sur l'alimentation mondiale. Donc je crois qu'aujourd'hui c'est vraiment indispensable de recadrer ce débat dans un cadre beaucoup plus large que celui donc, de la place de la science de la société et de faire en sorte de se battre pour une véritable réappropriation de la science par les citoyens, pour que les citoyens aient leur mot à dire non seulement sur des
des technologies qui nous sont présentées toujours comme de grandes innovations, alors que ce sont avant tout des véritables choix de société, mais qu'ils aient également leur mot à dire sur les orientations de recherche. Et donc qu'on revienne un petit peu à une recherche dont la mission première est d'acquérir, diffuser les connaissances. Donc il est vraiment indispensable de se battre pour cette réappropriation de la science par les citoyens, pour la construction de véritables passerelles de la connaissance entre la recherche institutionnelle et ce qu'on appelle le tiers secteur scientifique, c'est-à-dire l'ensemble des associations, les ONG, les citoyens. Mais je sais qu'il y a des personnes ici comme Isabelle Bolleringer qui vont largement parler de tout ça, qui font pour moi partie de Fondation Sciences Citoyennes et qui sont inévitablement très très sensibilisés sur ces questions-là. Et je sais que beaucoup également d'acteurs de la société civile, différentes ONG, associations présents ici à Toulouse, sont également convaincus de tout cela, mais je tenais un petit peu à enfoncer le clou. Et puis pour terminer, je voudrais donner une petite note d'optimisme parce que je rencontre toujours dans les conférences des gens qui sont un petit peu désabusés, qui se disent mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de toute façon, les OGM, il y en a partout, etc. etc. Donc je voudrais rappeler que les 120 millions d'hectares d'OGM, moi j'aime bien raisonner en tant que scientifique avec des valeurs relatives, ça représente que quelques pourcentages de la surface agricole cultivable sur la planète, que 80% de ces 120 millions sont concentrés sur le continent américain, et en fait, il y a une résistance extraordinaire sur les OGM dans le monde, et notamment en Europe. Et n'oublions pas que l'intention de Monsanto et des firmes semencières, c'était d'avoir plus de 50% d'OGM en Europe en 2000. Nous sommes en 2009, il y en a moins de 0,1% en Europe. C'est dire si le pot de terre résiste face au pot de fer. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est le résultat d'une convergence des luttes. C'est le résultat d'un fantastique travail de fourmi qui implique des citoyens, qui implique des ONG, des associations. Et c'est cette convergence de tous ces îlots de résistance qui a conduit à ce résultat et qui fait que, par exemple, pour la première fois il y a 3 semaines, on a obtenu en Conseil des ministres de l'Environnement une majorité qualifiée pour soutenir les moratoires autrichiens et hongrois, ce qui est de bon augure pour les moratoires français et grecs. Donc je crois qu'il faut vraiment regarder la partie pleine de la bouteille. On est vraiment en train de gagner du terrain et je sais qu'il y a parfois des divergences sur les modes d'action parmi tous les militants. Il y a parfois des divergences sur les modes d'action, sur les manières de faire, etc. Je crois qu'il faut absolument qu'on arrive à effacer ces divergences, qu'on passe au-dessus de ça, hein, parce que ce qui est important, c'est de constater que quelle que soit la manière de faire, quelles que soient les méthodes, eh bien, au bout du compte, ces méthodes convergent pour arriver au résultat qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'est sur cette note d'espoir que je voudrais terminer et dire qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous avons tous un pouvoir en tant que citoyens qui est extraordinaire, c'est de pouvoir choisir ce que nous consommons. Et il ne faut pas perdre de vue que si Monsanto a besoin de nous, nous les citoyens, nous n'avons pas besoin de Monsanto. Merci, bon week-end à tous. Quelques instants pour